Bonjour, est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Répondez s'il vous plaît, si vous pouvez m'entendre. C'est bon? Bonjour à tout le monde. C'est bon, on peut commencer. Ah, très bien. Donc, on va commencer aujourd'hui, on va étudier donc un cours qui est très important. Donc, ça parle de les Rhabdoviridae. Donc, la famille des Rhabdoviridae, vous la connaissez, oui ou non? Alors, c'est bon? Vous m'entendez là? Je vois non, non, donc vous ne la connaissez pas, très bien. Donc la famille des Rhabdoviridae, donc c'est une grande famille donc de virus qui comprend. Est-ce que vous avez d'abord la présentation? Vous pouvez la voir. Alors, vous répondez-moi s'il vous plaît, si vous pouvez voir la présentation. Ah, très bien, on va commencer alors. Donc la famille des Rhabdoviridae rassemble des virus qui sont responsables de plusieurs pathologies. Et ces pathologies, elles ne sont pas toutes humaines. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, d'abord, c'est connaître cette famille, la famille des Rhabdoviridae, et connaître le virus de la rage qui est le plus important, bien sûr, dans cette famille-là. Donc, le virus de la rage, on va étudier son pouvoir pathogène, le diagnostic au laboratoire et moyens de prévention. C'est bon? Vous me suivez jusque-là? Donc, on va passer à la deuxième diapo. Donc, vous voyez, là, vous avez, donc, dans la première image, vous avez des bâtonnets. Est-ce que vous voyez là? Vous les voyez? Donc, ces bâtonnets-là, ce sont les virus appartenant à la famille, qui appartiennent à la famille des Rhabdoviridae. Donc, vous voyez donc la structure ou la forme caractéristique de ces virus-là. Donc, ils sont comment? Comment vous pouvez les voir? Comment? Alors, vous me répondez, s'il vous plaît. Là, ce sont des
bâtonnets. Donc, ce sont des bâtonnets. Donc, d'ailleurs, ils sont appelés rhabdos ou rhabdo parce que en grec, le mot rhabdos veut dire baguette. Donc, ils ont la forme plus ou moins d'une baguette, alors que là, ils ont une extrémité plate et l'autre qui est arrondie. C'est bon? Vous me suivez? Donc là, c'est des bâtonnets avec une extrémité plate et l'autre arrondie, faisant rappeler. Donc, est-ce que ça vous rappelle quelque chose là? Donc, cette image, elle ressemble à quoi? C'est en balle de revolver. Donc là, vous voyez l'aspect de balle de revolver. Et là, c'est bien expliqué sur l'image qui est le schéma représentatif de la morphologie. Donc, c'est une balle de... Non, 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 ça n'a rien à voir avec les Escherichia coli. Je suis désolée. Donc là, les Escherichia coli, c'est une bactérie. Plumite, je suis désolée, c'est une bactérie, Escherichia coli. Mais là, c'est un virus. Donc, l'Escherichia coli, c'est vrai que c'est un bacille, mais là, c'est une forme de revolver. Ça n'a rien à voir, c'est un peu différent. Avec l'Escherichia coli, vous avez les deux pôles, donc c'est une coloration bipolaire. Mais vous voyez que dans cette image-là, donc, vous avez... Le son n'est pas clair, madame. Qu'est-ce qu'on va faire pour le son? Est-ce que vous m'entendez comme ça? Là, c'est clair? Ah, très bien. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Vous avez l'extrémité plate et l'autre arrondie. Elle est hérissée de glycoprotéines, il est entouré de matrices et vous avez là, c'est la nucléoprotéine avec l'ARN. Donc là, c'est la forme caractéristique de toutes les souches appartenant à cette famille. Donc, classification des rhabdoviridae. Donc, la famille des rhabdoviridae, du grec rhabdos, qui veut dire baguette, d'après leur forme rectangulaire, ils comprennent plus de 150 espèces qui infectent les animaux, les plantes. En fait, la famille des rhabdoviridae, c'est une grande famille. D'ailleurs, donc, vous avez dans l'autre diapo, vous avez plus de 30 genres. Donc, comprendre plusieurs genres, plus de 30 genres. Et vous voyez là, dans cette image, vous avez les genres qui appartiennent à cette famille. Et ce qui nous intéresse dans ces genres-là, c'est le lissavirus, le virus de la rage, surtout donc ce qu'on va étudier aujourd'hui. Il y a un deuxième genre qui peut infecter l'homme, c'est les vésiculovirus, virus de la stomatite vésiculaire. Les autres virus infectent les plantes, les poissons, donc ça ne nous intéresse pas vraiment en pathologie humaine. Vous me suivez? Revenons à la famille des rhabdoviridae. Donc on a dit que cette famille comprend plusieurs espèces, plus de 150 espèces avec plus de 30 genres, et elle est classée dans l'ordre des mononégavirales. Déjà, le fait de dire mononégaviral, donc vous avez un indice, et on peut dire, sur la forme de votre... vous avez donc vous avez, ça va là. Donc, si on dit mononégaviral, vous avez une idée sur la forme de votre ARN. Donc, il est comment l'ARN? L'ARN est un génome non segmenté et donc il est monocaténaire. Vous me suivez? Non segmenté, c'est-à-dire un seul fragment. Vous avez d'autres virus qui ont des ARN fragmentés. Vous avez plusieurs petits génomes. Mais pour ce qui est l'ordre des mononégavirales, donc là, vous avez que les virus qui ont un ARN non segmenté, de polarité bien sûr négative, du moment qu'on a dit mononégaviral. C'est bon, vous me suivez? On passe? Donc là, vous voyez, donc dans cette image, on revient à l'image où vous avez donc les genres. Donc dans cette image-là, vous avez donc le génome. Donc le génome, ce génome-là est composé, vous voyez, donc le génome qui est un ARN donc, de polarité négative, donc un seul segment. Veuillez déplacer cette fenêtre loin. Quelle fenêtre? Alors, non. Alors, donc vous avez, donc là, vous avez dans le génome, vous avez 5 gènes qui sont importants. Le gène N, le gène P, le gène M, G et L. Ils sont très importants pour la réplication virale et on va le voir dans la multiplication des virus. Maintenant, on va entamer donc
le virus qui nous intéresse, donc la partie qui nous intéresse, qui est le virus de la rage. Les virus de la rage appartiennent au genre Lyssavirus, et lorsqu'on dit Lyssa, donc du grec, c'est Lussa, qui veut dire la folie. Donc, la détermination de la séquence du génome viral codant la protéine M, N, permet de définir 7 génotypes. Donc, on a 7 génotypes au sein de cette souche-là. C'est bon? Vous me suivez? Donc, quels sont ces différents génotypes? En fait, ces génotypes conditionnent à la fois la répartition géographique, donc ils dépendent d'une répartition géographique différente pour chaque génotype, et même le hôte donc, de ces génotypes est différent. Donc, pour ce qui est le génotype numéro 1, qui est le génotype classique. Donc, le génotype classique. Donc, pour le génotype classique, vous avez le génotype 1, la rage classique, la répartition mondiale, donc elle est retrouvée partout. Quelles sont les espèces qui peuvent être contaminées par ces génotypes? Vous avez l'homme, le carnivore. Alors, madame, on doit apprendre les génotypes, bien sûr. Donc, vous avez donc, surtout, il faut voir quels sont les génotypes qui sont responsables d'infection chez l'homme et est-ce qu'on peut être vacciné ou protégé contre ces génotypes-là. Donc, vous voyez que pour le génotype 1, qui est responsable de la rage classique et dans la répartition mondiale, donc vous avez donc les espèces ou les hôtes de cette souche-là, c'est l'homme surtout, les carnivores sauvages, domestiques et le chauve-souris. Et heureusement qu'il existe des vaccins qui sont très efficaces contre ce génotype. Vous avez le deuxième génotype, c'est la gosse bat. On retrouve en Afrique. Elle est responsable beaucoup plus d'infections chez les animaux, notamment les chauves-souris, les chats, les chiens, etc. Donc, on n'a pas de vaccin. Vous avez le mokola, comme troisième génotype qu'on le retrouve en Afrique également. Et là, l'homme est infecté. Vous avez le Duvenhage, Afrique du Sud, l'homme est infecté par cette souche-là et on n'a pas de vaccin. Vous avez le European Bat Lyssavirus. Donc, elle est retrouvée surtout en Europe. Donc, l'homme, et donc vous avez une vaccination dont la protection est partielle. Vous avez le EBL, European Bat Lyssavirus, donc numéro 2. C'est une sous-espèce de la première. Donc, répartition géographique retrouvée en Europe et donc isolée chez l'homme également, et on peut être vacciné contre cette souche-là. Et la 7e souche, c'est Australian Bat Lyssavirus, donc on retrouve en Australie, et donc elle est isolée également chez l'homme. C'est bon? Vous me suivez pour les génotypes? Donc, vous voyez que les génotypes, déjà, ils ont une répartition géographique différente avec des hôtes différents et l'homme a des génotypes qui lui sont donc, qui peuvent être contaminés par certains génotypes. Mais il faut dire que la rage, vous savez très bien que c'est une zoonose. Donc, l'origine, le réservoir est toujours l'animal. La contamination interhumaine, elle est rare. Vous me suivez? Il faut qu'il y ait toujours un réservoir animal pour qu'il y ait donc une infection par la rage. Vous la connaissez, la rage? Oui ou non? Alors, très bien. Donc, on revient à la structure des rhabdovirus. Donc, les rhabdovirus, très bien, donc c'est une maladie que vous devez, autant que pharmacien, vous devez connaître l'espèce qui est responsable, vous devez connaître quelle est la physiopathologie, comment donc il y a l'évolution clinique de cette maladie-là et comment peut-on traiter, s'il existe bien sûr un traitement contre la rage. Est-ce qu'il existe un traitement contre la rage d'après vous? Alors, non, très bien. On n'a pas de... Donc, non, il n'y a pas de traitement antiviral. Le traitement se pose sur la vaccination et on va le voir. Le traitement, c'est le vaccin. Très bien, c'est le vaccin. Il n'y a pas de traitement antiviral, j'insiste. Hein. On n'a pas de traitement antiviral. Ce n'est pas comme les herpès ou autres souches où on peut utiliser les antiviraux. Là, il n'y a pas d'antiviraux. C'est le vaccin qui joue à la fois le rôle de protection, donc la prévention, et en même temps la thérapie, la vaccinothérapie. Très bien? Vous me suivez?
Donc, on revient à la structure. On va pas s'étaler là-dessus parce qu'on a, donc déjà, on a vu le virus. Donc, il est en bâtonnet avec une extrémité arrondie et l'autre plate. La longueur est variable de 120 à 180 nanomètres de diamètre avec une extrémité, on l'a dit déjà. Leur conférant un aspect en balle de revolver tout à fait caractéristique. Donc, dès qu'on voit une balle de revolver, donc en microscopie électronique, c'est les rhabdoviridae, il n'y a pas de doute. Donc, il existe parfois des formes filamenteuses. Oui, c'est le vaccin de Pasteur, très bien. Mais oui, c'est le vaccin de Pasteur qui est donc c'est le premier vaccin qui a été utilisé donc contre la rage. Ce sont des virus qui sont enveloppés avec une nucléocapside à symétrie hélicoïdale. Qui veut dire hélicoïdale, veut dire qu'elle est elle est comment? Alors là, on va étudier la nucléocapside et on va voir notre capside, comment elle est et qu'elle est très bien. Et on est lisse, très bien. Voilà, vous me suivez, c'est bien. Ça m'encourage. Donc, la nucléocapside, pour ce qui est le génome. D'abord, le génome, on en a détaillé tout à l'heure. Donc, vous avez un ARN non segmenté de 12 kilobases de long, de polarité négative. Là, il faut l'apprendre par cœur. Donc, c'est un ARN non segmenté de polarité négative. Quels sont les éléments essentiels dans ce génome-là? D'abord, vous avez un site promoteur. C'est quoi le site promoteur? Le site promoteur, c'est le site qui permet à la souche de fixer la transcriptase, qui est une enzyme essentielle à la transcription de l'ARN. Donc, d'abord, vous avez un site promoteur qui est indispensable pour cette souche-là, pour les virus. Ensuite, vous avez le deuxième site, c'est le signal d'encapsidation. Donc, une fois qu'il est à l'intérieur de la cellule, il faut qu'il y ait un signal d'encapsidation pour qu'il y ait la multiplication virale. Donc là, est-ce que vous m'entendez comme ça? C'est bon? Donc, c'est bon? Ah, très bien. Donc, on continue. Donc, vous avez le premier site, c'est le site promoteur qui va fixer la transcriptase, il est essentiel. Le deuxième site, c'est le signal d'encapsidation qui est très important. Donc, ça permet à la bactérie donc, de commencer le cycle de multiplication. Et vous savez, donc, l'étape de la décapsidation est une étape essentielle. Et ça permet également l'encapsidation. C'est là, c'est le curseur de la synthèse de la capside. Et vous avez aussi donc les 5 gènes dont on a parlé tout à l'heure. Donc, vous avez le gène N, le gène P, le gène M, le G et L. Et on va voir le rôle de chacun. Donc, pour ce qui est le gène N, vous me suivez. Donc, le gène N pour la nucléoprotéine. Donc, il code pour la synthèse de la capside avec donc mention N. Vous avez le P, c'est pour la synthèse, qui code pour la synthèse de la protéine ou la phosphoprotéine L. Donc M pour la matrice, qui code pour la protéine de matrice. G pour donc glycoprotéine, qui code pour la synthèse des glycoprotéines d'enveloppe. Et L pour large, pour l'enzyme essentielle pour la réplication, qui est la transcriptase. C'est bon, vous me suivez? Donc là, c'est les gènes essentiels qui sont retrouvés au niveau du génome de la souche. Ensuite, il y a des parties qui sont intergéniques. Donc, on peut dire c'est des parties intergéniques. Vous les voyez. Donc, une partie rouge et une partie en bleu. Et là, voici le schéma détaillé. Donc, vous avez le off et le on. C'est quoi donc? À quoi ça sert ces parties-là intergéniques? C'est des parties qui permettent à la transcriptase de reconnaître la fin et le début de chaque synthèse. Donc, si elle est au niveau, donc, elle a terminé la synthèse à partir du génome N, donc elle a terminé la synthèse de la nucléoprotéine, de la synthèse donc de la protéine N. Donc, elle va retrouver un signal off. Donc, elle va s'arrêter et de là, elle va passer à on pour la synthèse de la protéine P. Et ainsi de suite pour les autres. C'est bon? Vous me suivez? Vous pouvez m'arrêter et poser des questions si vous en avez. Hein? C'est bon? Et donc, vous avez dans les extrémités, 3' et bien sûr la 5', donc il n'est ni polyadénylé et il ne porte pas de coiffe. C'est bon? Donc, on revient au génome. Donc, les gènes sont séparés par une courte séquence identique qu'on vient d'en parler. Donc, ça permet à la bactérie, donc c'est la région très bien intergénique qui permet donc à la transcriptase de reconnaître la fin et le début de chaque séquence génomique.
Très bien. Maintenant, la capside, elle résulte de quoi? C'est quoi finalement la capside? C'est un assemblage. Vous pouvez reprendre cette partie intergénique. Donc, pour ce qui est la partie intergénique, donc vous voyez donc dans le schéma, est-ce que vous m'entendez? Et comme ça, vous m'entendez? Très bien. Ah, on va. Donc, pour ce qui est de la partie intergénique, donc je vous ai dit, la partie intergénique, elle code, donc elle porte un signal d'arrêt et de début de chaque lecture. Donc, c'est entre les gènes. Donc, ça permet à la transcriptase de reconnaître la fin et le début de chaque synthèse protéique. Donc, à chaque fois qu'elle termine la synthèse d'une protéine, donc, et lorsqu'elle va entamer la seconde, il faut qu'il y ait un arrêt et un signal de début pour la prochaine partie. Vous avez compris? Donc là, c'est les séquences intergéniques. Leur rôle, c'est juste pour coder la transcriptase, pour lui permettre de reconnaître quand est-ce que la fin et le début de chaque séquence protéique. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Donc, on passe à la nucléoprotéine, à la capside. Donc, pour ce qui est de la capside, elle résulte de l'assemblage d'environ 1300 molécules de protéines N. Donc, les synthèses, donc une fois qu'on a eu la synthèse des protéines N lors de la réplication virale, donc ces protéines-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se rassembler au niveau, donc elles vont couvrir l'ARN et de là, elles vont former cette hélice. C'est en forme de ressort, si on peut dire. Donc là, vous avez donc 1300 molécules qui vont être regroupées donc 1300 molécules, non de Maya, c'est-à-dire non. Vous ne m'entendez pas, c'est ça ou vous n'avez pas compris? Alors, Maya, alors pour ce qui est de la capside, je vous ai dit, donc c'est l'assemblage des protéines N qui sont synthétisées et qui vont entourer l'ARN et de là, ils vont former une sorte de symétrie hélicoïdale. Elle prend l'allure donc d'un ressort condensé dans l'axe du virus, à l'intérieur du virus. À l'intérieur de la capside, on trouve aussi une protéine, une centaine de molécules de protéines L et P, donc les protéines larges et la phosphoprotéine qui est un cofacteur essentiel. La protéine P, elle est essentielle pour la synthèse protéique et on va les revoir. Pardon. Maintenant, l'enveloppe, vous me suivez. Donc, on a commencé par le génome, qui est un ARN monocaténaire de polarité négative. Ensuite, on a parlé donc de la capside qui entoure, ce sont des protéines N qui entourent le génome. Maintenant, tout ça, normalement, est couvert par une enveloppe. Donc, ils sont recouverts par une enveloppe. Cette enveloppe, elle est constituée finalement de quoi? Elle est constituée de glycoprotéines. C'est des glycoprotéines, ce sont des, des protéines, c'est des glycoprotéines qui sont responsables finalement de la fixation et de la reconnaissance des récepteurs cellulaires des virus. Donc, cette glycoprotéine, donc, c'est des parties qui sont hérissées dans la double donc constitués dans la double couche lipédique d'origine cellulaire. Ils sont insérés dans les spécules. Donc, ce sont des spécules de forme de trimère assurant la fixation du virus au récepteur cellulaire. Donc là, normalement, on a une image. Voilà, très bien. Vous voyez le trimère de glycoprotéines. Donc, vous êtes la seule apparemment de ne pas m'entendre. Je n'entends pas, je ne sais pas. Les autres, vous pouvez m'entendre? Alors, pour les autres. Donc, essayez de voir votre connexion. Je suis désolée, essayez de voir votre connexion. Je ne pense pas que c'est un problème de ma part. Du moment que les autres m'entendent. Alors, on reprend. Vous voyez les trimères de glycoprotéines. Donc, ces trimères-là de glycoprotéines sont hérissés au niveau donc, de l'enveloppe. Ils font partie donc, de cette... Très bien, merci. Alors, donc, ils sont hérissés au niveau de l'enveloppe virale. Donc, vous voyez, donc là, ça couvre toute l'enveloppe. Leur rôle, c'est quoi? C'est très bien. Bienvenue, Maya. Alors, leur rôle, c'est quoi? C'est de reconnaître le récepteur. Alors, c'est quoi ce récepteur finalement? On le retrouve où? Donc, le récepteur donc, des glycoprotéines,
Très bien, ce sont des spécules trimères. Les trimères, ce sont les spécules qui sont à l'intérieur de l'enveloppe, qui sont introduits à l'intérieur de l'enveloppe et qui sont produits par le virus. Donc, ils sont essentiels pour le virus. Ça permet la fixation et la reconnaissance des récepteurs cellulaires. Et les récepteurs cellulaires, c'est quoi? Alors, c'est l'acétylcholine qui se retrouve surtout au niveau des cellules musculaires et les cellules nerveuses. Vous me suivez? Donc là, il adore les cellules musculaires et les cellules nerveuses. C'est bon? Ensuite, à l'intérieur, donc si on passe de la glycoprotéine, vous voyez que ensuite la deuxième couche qui entoure le virus, la nucléocapside, c'est la protéine M. C'est la protéine de matrice en forme d'une couche qui tapisse la face interne de l'enveloppe. Elle intervient dans l'assemblage du virion et qui lui donne cette forme donc, de rigidité, si on peut dire, qui est en balle de revolver. Vous voyez? Donc, vous avez, donc, si on peut reprendre, vous avez à l'intérieur le génome qui est en noir. Donc, le fil noir, là, c'est le génome. Le génome, il est comment? C'est un ARN monocaténaire de polarité négative. Il comprend combien de gènes? Ce qui m'intéresse, c'est les 5 gènes, beaucoup plus. Donc, quels sont ces 5 gènes? Vous avez le gène, d'abord, c'est le gène N. Vous me suivez? Donc, vous avez le gène N qui code pour la nucléocapside. Vous avez très bien, c'est bien résumé. Donc, le gène N qui code pour la nucléocapside. Ensuite, vous avez le gène P qui code pour la phosphoprotéine. Ensuite, vous avez le gène L pour polymérase, M pour matrice et G pour glycoprotéine. Donc là, c'est les points, c'est les gènes essentiels qu'on retrouve au niveau du génome. Ensuite, ce génome, il est comment? Est-ce qu'il est nu? Non, impossible. Il n'y a pas de génome nu. Il y a toujours une capside. Cette capside, c'est la nucléo. Donc, elle est donc due à la synthèse de protéines N. Donc, vous avez jusqu'à 1300 protéines N qui entourent cette hélice de génome. Donc, vous voyez, elle couvre des protéines N qui sont en jaune, elle couvre le génome. C'est bon? Donc, ça couvre le génome. Et ensuite, après ces protéines N qui donnent cette forme hélice, vous avez les glycoprotéines qui sont essentielles. Ce sont des trimères de glycoprotéines et qui sont hérissées au niveau de l'enveloppe, donc qui sont à l'intérieur, donc qui tiennent. Et bien sûr, vous avez un côté qui est à l'extérieur. Et c'est ce côté-là à l'extérieur qui est très important parce que c'est ce côté-là qui permet la fixation du virus au niveau de l'acétylcholine de certaines cellules, notamment les cellules nerveuses surtout. Hein. Donc, c'est un virus à tropisme nerveux, c'est-à-dire il adore les cellules nerveuses et il peut s'adapter aux cellules musculaires. Donc, vous voyez, donc vous avez les glycoprotéines et ces glycoprotéines sont maintenues par une matrice. Le rôle de la matrice, c'est le maintien de la forme et surtout donc le maintien de l'enveloppe et la protection de la nucléocapside. C'est bon? On peut passer. Maintenant, le cycle de multiplication, ça y est pour ce qui est la structure. Madame, capside formée de protéines M. Non, la capside, c'est N. La protéine N. C'est à partir du gène N. Et la 1300 N protéines. Très bien, oui. C'est bon, là, c'est la capside. Et c'est des protéines, donc c'est pas, je ne vais pas vous dire que c'est un fragment qui est constitué d'un seul fragment. Non, c'est des petites protéines liées l'une à l'autre. Vous avez compris, dont le nombre peut dépasser 1300. Donc c'est des protéines liées l'une à l'autre et qui couvrent le génome. C'est bon? On entame le cycle de multiplication. Donc, pour le cycle de multiplication, vous avez l'image là. La première étape pour chaque, donc ça suit les mêmes étapes des virus à ARN de polarité négative. Donc, la première étape, il faut qu'il y ait la reconnaissance. Il faut qu'il y ait la reconnaissance récepteurs et bien sûr les glycoprotéines. Donc, d'abord, le virus, il va chercher à l'intérieur de l'organisme ces récepteurs cellulaires. Une fois qu'il les trouve, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc la pénétration par quel mécanisme qui est l'endocytose. Donc, vous aurez donc la formation de l'endosome. Et lors de la migration de l'endosome dans le cytoplasme cellulaire, qu'est-ce qu'on aura? On aura une diminution de pH. Donc, le milieu à l'intérieur de l'endosome, il deviendra acide. Donc, il y aura une modification de la nucléocapside et donc une fusion entre les deux enveloppes, l'enveloppe virale et l'enveloppe de l'endosome.
Vous me suivez? Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Suite à cette fixation, madame ici, il cherche la... Non, 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 ça y est, il est fixé. Donc, une fois qu'il reconnaît donc, on va le voir détaillé. Donc, une fois qu'il trouve les cellules musculaires, parce qu'en général, vous savez très bien que la contamination, elle se fait beaucoup plus par une greffure ou morsure. Donc, lors d'une morsure, donc, dans une partie musculaire, qu'est-ce qu'il va faire, le virus? Il va essayer d'entrer à l'intérieur de cette cellule musculaire pour s'y multiplier. Malgré que ce n'est pas le site privilégié. Le site privilégié du virus, c'est les cellules nerveuses. Il adore les neurones. Vous avez compris? Donc, on va voir. Donc, vous avez pour ce qui est, donc pour la question de la fixation. Donc, les spécules primaires de donc, G se fixent aux récepteurs cellulaires. Les récepteurs cellulaires, pardon, se fixent au niveau de récepteurs cellulaires. Les récepteurs doivent être présents sur les nombreux types cellulaires sensibles à l'infection, c'est les tissus musculaires et nerveux, beaucoup plus ça. Et on peut les retrouver au niveau cutané, glandulaire, les glandes salivaires, parce que vous savez très bien que les glandes salivaires, c'est le site de libération, on peut dire, du virus, parce que c'est la salive des chiens qui est riche en virus et qui cause donc la contamination. Les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine seraient importants pour l'infection des cellules musculaires et des neurones par le virus rabique. Ensuite, une fois qu'il a trouvé ces récepteurs spécifiques, on va avoir la pénétration. Donc, pour ce qui est de la pénétration, le virion est endocyté par la cellule. Là, on aura l'acidification, donc diminution de pH de l'endosome et modifier la conformation, donc la conformation de la glycoprotéine qui acquiert des propriétés physiogéniques. Et on aura la fusion de des membranes cellulaires et celle de virus dans l'enveloppe cellulaire. Ensuite, là, il y aura un changement de la nucléocapside et on aura la décapsidation et libération de génome, la décapsidation et libération du génome dans le cytoplasme. Vous le voyez donc là, c'est l'étape de pénétration, ensuite l'étape de libération du génome ou la décapsidation. Donc là, le génome, il est comment? Notre génome, c'est un ARN de polarité négative. En général, les ARN de polarité négative ne peuvent jamais commencer la synthèse ou la réplication de leur génome directement. Il faut qu'il y ait une étape d'abord de transcription de l'ARN de polarité négative. Il passe d'abord un ARN de polarité positive. Vous avez compris? Donc, il faut qu'il y ait toujours à partir d'un fragment d'ARN de polarité négative, il faut qu'il y ait une étape d'abord de transcription de l'ARN de polarité négative à un ARN de polarité positive. Donc, il deviendra un ARN messager. Donc, c'est la phase de synthèse virale. Donc, cette phase-là, ça va prendre du temps. Donc, et on va voir tout à l'heure. L'expression du génome. L'ARN viral est transcrit en ARN messager de polarité positive qui sont traduits en protéines. La libération de la nucléocapside dans le cytoplasme active les complexes de transcription qui sont la phosphoprotéine et la protéine L. Donc, l'AP, en reconnaissant le promoteur unique situé au début du génome, favorise le positionnement de L. Vous vous rappelez donc le signal donc le premier, donc le site 1. Donc, ça permet à la nucléocapside ou la transcriptase de se fixer. Pourquoi l'ARN même est positif? Donc, l'ARN, notre ARN, le virus, il a un ARN de polarité négative. Les ARN de polarité négative ne peuvent pas servir comme matrice de synthèse de nouveaux virions. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura toujours pour les ARN de polarité négative, donc quelle que soit l'espèce, donc quelle que soit la souche virale, l'essentiel, tout virus à ARN de polarité négative, il doit passer par une étape de transcription. C'est obligatoire. Cette étape de transcription va nous donner un ARN de polarité positive, c'est-à-dire on va prendre le virus qui est ARN de polarité négative. Cet ARN, il va servir de matrice à de nouveaux ARN de polarité positive.
Donc, il peut pas parce que, en général, vous savez très bien que l'ARN messager est de polarité positive. Donc, on ne peut pas interpréter une information à partir d'un ARN de polarité négative. Il faut qu'il y ait une transcription, un passage de l'ARN de polarité positive à l'ARN messager de polarité positive. Donc, négatif passe positif avant qu'il y ait la réplication. Sinon, la transcriptase ne va pas le comprendre parce que du moment que c'est négatif, il n'y a pas un message à transmettre. Vous avez compris? Donc, il faut qu'il passe d'abord par une étape, il devient positif. Là, c'est obligatoire et ce n'est pas spécifique au rhabdoviridé. Hein. Ce n'est pas spécifique au rhabdoviridé. Tous les virus à ARN de polarité négative doivent passer par une étape essentielle de transcription. Cette étape essentielle donne naissance à un ARN de polarité positive. Et vous savez très bien que l'ARN de polarité positive, c'est l'ARN messager. Il donne le message de synthèse de toutes les protéines nécessaires au virus, pardon, que ce soit des protéines structurales ou non structurales, enzymatiques. Vous avez compris? Donc, l'étape essentielle, c'est après la décapsidation, il faut qu'il y ait la transcription. Donc, la transcription, c'est l'expression du génome. Donc, vous avez donc là, vous avez donc très bien. Donc, l'ARN viral qui est de polarité négative, il sera transcrit en ARN messager. C'est obligatoire. Donc, c'est ça dans sa physiologie. Donc, il doit passer par une étape essentielle donnant des ARN messagers. Ces ARN messagers, ils vont être traduits en protéines. Donc, vous savez très bien que la protéine essentielle, c'est la phosphoprotéine et la transcriptase. Cette transcriptase-là va commencer la réplication du virus. Donc, vous voyez, donc la protéine P et L exercent trois activités enzymatiques. Donc, elles jouent un rôle de l'ARN polymérase, ARN dépendante, donc la synthèse, la transcription et la réplication de l'ARN. Vous avez un rôle de méthylase et un rôle de polymérase, donc pour la queue. Donc déjà, on a dit tout à l'heure qu'il n'est ni polyadénylé ni polycoiffé, donc les deux extrémités sont libres. Mais cette transcriptase du virus, elle va jouer le rôle de méthylase, de coiffe et de polyadénylase. Vous avez compris. Donc là, l'étape essentielle, donc ce que vous devez donc comprendre dans cette étape-là, que vous avez une étape de transcription qui est très importante. D'abord, à partir d'un ARN de polarité négative, on obtient un ARN de polarité positive, qui est l'ARN messager. Ensuite, vous avez, l'ARN viral, une fois transcrit, on aura la synthèse ou l'activation des deux protéines essentielles pour la réplication, qui sont la protéine P. Oui, l'ARN messager, c'est l'ARN positif, de polarité positive. Très bien. Parce que c'est l'ARN messager qui donne l'information génétique. L'ARN de polarité négative ne porte pas d'information. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura une transcription. Donc il y a une transcription et de là, on aura d'abord, qu'est-ce qu'on aura? On aura le signal, donc un signal de début donc de la synthèse protéique. Ce signal permet la fixation, vous voyez, donc le premier donc, site au niveau du génome. Donc, vous avez le site 1. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fixer la transcriptase. Cette transcriptase, avec sa phosphoprotéine, elle va jouer un rôle essentiel. Donc, elle va faire trois rôles. L'ARN polymérase ARN dépendante, c'est-à-dire elle va à la fois traduire l'information de l'ARN messager en protéines et en même temps, elle va, à partir de l'ARN messager, c'est la synthèse des nouveaux ARN de polarité négative. C'est un peu compliqué, je pense, mais vous allez le comprendre par la suite. Vous me suivez jusque-là? Donc, on va reprendre. Vous voyez, donc là, vous avez votre ARN de polarité négative. D'un côté, il va être transcrit et traduit en protéines. Donc, ce qui est en rose là, c'est les protéines de synthèse, donc de protéines donc, qui sont structurales ou non structurales, mais l'essentiel, c'est des protéines qui font partie de la structure virale. Ensuite, vous avez là, en B, c'est la réplication. Notre ARN de polarité négative est transcrit là aussi en ARN de polarité positive pour être retranscrit en ARN de polarité négative. C'est le nouveau génome. Vous avez compris cette étape? Donc, HEDA, le premier, l'ARN de polarité négative, va servir de matrice une fois. Donc,
on aura la réplication donc en ARN de polarité positive qui va servir de synthèse pour les nouvelles protéines structurales et non structurales pour les nouveaux virus. En même temps, c'est la même matrice qui va servir également pour la synthèse des nouveaux génomes. C'est bon? Vous avez compris cette étape? Donc, la réplication du génome. D'abord, synthèse de matrice d'ARN de polarité positive. On l'appelle l'antigénome ou l'ARN messager. Donc, puis, synthèse de nouveaux génomes de polarité négative à partir de ces matrices. Vous avez compris? Ensuite, vous avez la transcription secondaire. Les nouveaux génomes sont transcrits en ARN messager et qui sont traduits en protéines. Donc là, ce que je veux dire que ces nouveaux génomes donc de polarité négative, ils vont être eux-mêmes retranscrits en polarité positive qui vont servir donc à la synthèse de nouveaux génomes de polarité négative et de protéines. Donc, à partir d'un seul génome, là, c'est une réplication. Donc, à partir d'un seul génome de polarité négative, on va avoir un nouveau génome de polarité positive qui va se traduire en protéines et en génome de polarité négative. Ensuite, le nouveau génome de polarité négative, il va lui-même servir comme matrice de génome d'ARN messager, donc synthèse de protéines, et la synthèse d'un ARN de polarité positive qui va donner par la suite la synthèse de polarité de nouveau génome de polarité négative. La phosphoprotéine donc va servir. Non, la phosphoprotéine c'est un cofacteur. Ça aide l'enzyme essentielle qui est la transcriptase. C'est la transcriptase qui est responsable de la synthèse. Vous avez compris? La phosphoprotéine c'est un facteur, cofacteur, c'est tout. Ça aide. C'est bon? On continue? Est-ce que vous avez compris la transcription secondaire? Vous avez compris la transcription secondaire? La transcription secondaire, c'est à partir des nouveaux virions, si on peut dire à partir des nouveaux génomes, ils vont être utilisés comme une nouvelle matrice d'ARN. Donc, à partir, donc je vais refaire. Donc, on revient à... Donc, vous avez donc votre ARN de polarité négative. Il a été transcrit en ARN de polarité positive. Il va servir donc pour la synthèse protéique et la réplication virale. C'est bon? La réplication de nouveaux génomes, vous les voyez là. Donc, ces nouveaux génomes qui sont de polarité négative, eux-mêmes vont être utilisés par la transcriptase comme une matrice, une nouvelle matrice. Donc, elles vont être retranscrites en ARN de polarité positive, en ARN messager. Et à partir de cet ARN messager, on aura une nouvelle synthèse de protéines avec une nouvelle synthèse de nouveaux génomes de polarité négative. Et ainsi de suite, jusqu'à épuisement de la cellule. Est-ce que vous avez compris? Jusqu'à l'épuisement de la cellule qui est infectée. C'est bon? Donc, là, une fois qu'on a donc un bon quota, si on peut dire, donc si vous avez une bonne synthèse de protéines, de nouveaux virions, donc de nouveaux génomes, vous voyez, il y a plusieurs génomes avec la synthèse de plusieurs protéines. Qu'est-ce qu'on aura comme étape? Donc là, c'est l'assemblage. Une fois que ça y est, elle a fait donc le maximum, donc on a eu la synthèse de maximum d'ARN, le maximum de protéines structurales et non structurales. Maintenant, on passe à la... Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, très bien. Donc, on passe à une étape essentielle qui est l'assemblage. L'assemblage, c'est quoi? C'est tout ce qui est synthétisé va donc être fusionné pour la synthèse donc de nouvelles virions. Donc, des vésicules ont transporté les spécules donc vers la région basolatérale de la membrane cytoplasmique à laquelle on aura donc la fusion. Donc, on va voir, donc c'est en image, on comprendra mieux. Donc, vous voyez, donc une fois l'assemblage comment, vous avez la synthèse des nouveaux, donc les protéines là, L, P, N et M avec les G. Et vous avez la synthèse donc de votre virion, nouveau génome. Donc, le génome, il va migrer au niveau donc, de la membrane basale de la cellule humaine, la cellule musculaire ou la cellule nerveuse, etc. Donc là, il sera après donc maturation des protéines au niveau de l'appareil de Golgi. Donc, il va être ce génome, il va être entouré de nucléoprotéines, de la protéine N pour pouvoir former la nucléocapside. Et
on aura la libération par bourgeonnement de nouveaux virus. C'est bon? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris la question de l'assemblage? Donc, l'assemblage, c'est la migration de tout ce qui est donc synthétisé, que ce soit des protéines ou donc l'ARN viral. Une fois donc il a reconnu donc une fois qu'il a reconnu ces protéines donc qui vont l'entourer, donc LPN, donc on aura la libération par bourgeonnement d'un nouveau virus. Donc là, vous avez donc une image. Là, c'est l'image de maturation. Donc, l'image de maturation des protéines qui sont utilisées au niveau de l'appareil de Golgi. On ne va pas s'étaler là trop. L'étape de libération par bourgeonnement externe des particules virales à partir de la membrane cytoplasmique. Donc, l'origine de l'enveloppe, finalement, c'est l'enveloppe cellulaire. Donc, elle est d'origine cellulaire. Et la multiplication, elle se fait où? Au niveau de... Elle se fait où? Au niveau du cytoplasme. Donc, la multiplication cellulaire, elle se fait au niveau du cytoplasme et la libération, elle se fait donc par bourgeonnement en prenant, donc le virus, il va donc être libéré en prenant une partie de la cellule. Cette partie de la cellule, elle va servir d'enveloppe. Donc, elle sera recouverte à l'intérieur par la matrice et elle va porter les glycoprotéines et ça deviendra l'enveloppe du virus. Est-ce que vous avez compris? Oui ou non? Très bien. Donc, on passe, pour ce qui est l'épidémiologie, donc vous connaissez que la rage est une zoonose, donc c'est une zoanthroponose, c'est-à-dire une maladie animale qui peut être transmise à l'homme et tous les animaux à sang chaud sont réceptifs à la rage. Donc là, c'est pour cela d'ailleurs, on ne peut pas l'éradiquer la maladie, du moment qu'il y a toujours le réservoir. On ne peut pas éradiquer la maladie du moment qu'on ne peut pas avoir une surveillance, on ne peut pas avoir une main sur le réservoir. Donc les réservoirs sont multiples. Il y a le chien, il y a les bovins, il y a donc les chauves-souris, etc. Il y a une multitude de réservoirs, ce qui fait qu'on n'a pas une main qui pour réduire l'infection ou éradiquer la rage. Tout ce qu'on peut faire, c'est prévenir l'infection. Est-ce que vous avez compris? Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est la prévention. Mais on ne peut pas prévenir quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il faut bien connaître la rage. Donc, c'est quoi la rage? Donc, d'abord, pour ce qui est l'épidémiologie, donc dans le monde, selon l'Organisation de la mondiale, plus de 55 000 personnes décèdent de rage chaque année, soit un décès toutes les 10 minutes. En Algérie, la rage est une maladie à déclaration obligatoire. Elle continue à sévir à l'état enzootique. En effet, chaque année, vous avez 900 cas de rage avec de 15 à 20 décès par an de rage humaine. Vous avez compris? Donc, on a toujours des cas et beaucoup plus, donc les décès de 15 à 20. Donc, le projet de l'OMS, c'est quoi? C'est pas réduire donc l'infection ou maîtriser l'infection. Le projet de l'OMS est de réduire, essayer de ne pas avoir de décès, c'est-à-dire avoir décès zéro par an. Donc, on peut dire que chez nous, c'est un peu donc, faible. On a de 10 à 11, oui, de 10 à 11 de décès par an, mais toutefois, on a toujours la rage chez nous. Donc, quels sont les modes de transmission? La contamination, elle se fait comment? Donc, selon l'image, vous voyez que vous avez la rage sauvage, vous avez la rage domestique et une rage donc domestique. Donc, l'homme, il se contamine comment? Donc, comme si on n'a pas donc de contact avec les renards et tout ça qui sont porteurs aussi, ce sont des réservoirs de virus. Donc, beaucoup plus. La contamination, elle se fait, on peut dire, en troisième étape, donc en deuxième étape, pardon. Donc, il pourrait donc y avoir une contamination d'abord des bovins ou des chiens et chats domestiques. Et à partir de ces animaux domestiques, l'homme peut être contaminé. Donc, les moyens de contamination, vous avez les réservoirs de virus. Quels sont ces réservoirs? C'est une zoonose, ne peut exister que grâce à la permanence d'un réservoir animal. Donc, il faut qu'il y ait un réservoir animal permanent de ce virus pour qu'il y ait toujours la contamination. Dans le cas de la rage, les réservoirs des virus sont des mammifères sauvages qui hébergent le virus pendant une très longue durée. Pourquoi il y a des décès alors qu'il existe le vaccin? Justement, pourquoi on a le décès?
c'est par rapport à la physiopathologie de l'infection. Parfois, il y a une rage silencieuse, c'est-à-dire on n'a pas de signe clinique jusqu'à l'atteinte cérébrale. Et là, on ne peut pas t'avoir, donc le patient était récupérable, même avec la vaccination. Vous avez compris. Donc c'est pour ça on a de. Mais si on vaccine dès qu'on a la morsure, là, on peut sauver le patient. Et d'ailleurs, c'est l'objectif. Il faut informer. Donc, il faut qu'il y ait l'information donc de tout le monde. Il faut qu'il y ait la responsabiliser tout le monde aussi. Donc, dès qu'on aura un contact direct avec un chien, surtout c'est un chien qu'on ne connaît pas, donc là, il faut demander la vaccination, voire même la sérothérapie. Tout dépend de degré de votre infection ou d'inoculation. Le vaccin, donc on va voir comment on traite, on va aller voir, on ne va pas anticiper les choses. Il y a la vaccinothérapie, il y a la sérothérapie, on peut utiliser même les immunoglobulines pour les cas graves. Donc on peut faire, le vaccin est favorable même après infection. Donc non, bien sûr, une fois qu'on est infecté, surtout en début d'infection, on préfère utiliser la vaccination. La vaccination, là, c'est pour objectif thérapeutique. Et on peut l'accompagner par la sérothérapie, par le sérum, donc par l'utilisation des immunoglobulines. Et pourquoi les immunoglobulines? J'insiste surtout pour les cas graves, parce que les immunoglobulines, c'est immédiat. Ce n'est pas comme la vaccination, il faut attendre la synthèse des anticorps pour bien sûr neutraliser donc le virus. Mais si on donne les anticorps directement par la sérothérapie, là on arrive à neutraliser le virus et réduire donc l'effet de ce virus et là donc essayer de sauver le patient. C'est bon? On peut passer. Donc, les distributeurs de virus, donc les vecteurs, les distributeurs, c'est les mêmes, donc c'est les réservoirs. Donc, les réservoirs qui sont à la fois des réservoirs et en même temps, c'est les vecteurs. Donc, c'est eux qui transmettent le virus à l'homme. Donc, vous avez donc là, pour les animaux sauvages, le soir, on peut avoir un contact direct, surtout pour les forestiers, etc. Donc là, c'est une contamination directe, comme on peut avoir une contamination indirecte en passant par les animaux domestiques. Est-ce que vous me suivez? Donc, pour les distributeurs de virus, les vecteurs, ils peuvent être les distributeurs primaires, ce sont les animaux sauvages. Les animaux sauvages peuvent infecter l'homme directement lorsqu'on a un contact direct, comme exemple les forestiers. Sinon, il peut y avoir une contamination secondaire, c'est les distributeurs secondaires. Donc, il y aura la contamination d'animaux domestiques et à partir de ces animaux domestiques, on aura la contamination des personnes. Pour l'homme, en général, le virus de la rage sera transmis à l'homme de façon accidentelle par inoculation de la salive virulente d'un animal enragé, sauvage ou domestique, par morsure, plus rarement par griffure ou par léchage d'une plaie ou d'une muqueuse. Une fois déclarée, la rage donne une encéphalite toujours mortelle. Mais là, j'insiste sur le mot déclaré. Le mot déclaré, ça veut dire on a le tableau symptomatique, c'est-à-dire que vous avez tous les signes de la rage, la symptomatologie. Est-ce que vous avez compris? Mais avant qu'il y ait l'apparition des signes cliniques, on peut gagner notre patient, on peut le récupérer. Mais une fois les signes cliniques se sont installés, donc c'est bon, on reconnaît, d'après le comportement du patient, on reconnaît notre pathologie, c'est bon, il n'est plus récupérable le patient. Là, on parle d'une encéphalite mortelle. Est-ce que vous avez compris? Donc, on continue. Toujours en épidémiologie. Les voies de contamination, vous avez la voie cutanée, donc sur le peau, une peau saine. Donc, lorsque la peau est saine, il faut qu'il y ait une. Est-ce qu'on peut prévoir et faire le vaccin sans raison? Pour les personnes qui sont en contact, c'est des personnes à risque. Notamment, vous avez les vétérinaires, les forestiers, les éleveurs, etc. Là, d'emblée, on peut faire un vaccin, ou lors d'un voyage, donc d'une zone à une zone endémique. Donc là, on peut faire un vaccin de prévention prophylactique. C'est une vaccination prophylactique. Oui, on peut faire un vaccin. Donc, on revient aux voies de contamination. Les voies de contamination, d'abord, c'est la voie cutanée. Donc, pour ce qui est de la voie cutanée, il faut qu'il y ait d'abord et comment on sait alors que le patient a la rage et le traiter? On va le voir. Il ne faut pas anticiper les choses. Il faut attendre. De contamination. Par la suite, on va voir les signes cliniques. On va voir la clinique et comment reconnaître un patient qui est enragé. C'est bon? Ou un chien enragé, on va voir les tout. Alors,
Pour ce qui est les voies de contamination, vous voyez, donc vous avez les voies cutanées. Donc, c'est la première porte. La voie cutanée, c'est la première porte. Comment franchir cette porte-là ou cette voie cutanée? C'est lors d'une morsure ou lors, vous avez aussi les greffures. Donc, morsure, greffure, ça permet la pénétration de virus directement c'est-à-dire là, on va franchir la barrière dermique et on va inoculer le virus, donc lors d'une morsure et greffure. Il y a d'autres, le plus souvent, donc c'est la morsure par un animal enragé excréteur du virus et plus rarement un léchage sur peau fraîche, donc une peau, donc un léchage surtout c'est les peaux lorsqu'on a une plaie. Donc lorsque vous avez une peau lésée, un simple léchage permet la pénétration du virus parce que là, avec la plaie, c'est une porte de pénétration, d'entrée. Vous avez une greffure par des chats souillés de bave et de la manipulation d'un animal enragé, mort ou vivant. Donc là aussi, c'est une sorte de contamination. Donc, pour ce qui est les soins donc, à un homme enragé, la transmission interhumaine est théoriquement possible, mais n'a jamais été rapportée. Donc là, ce que je veux dire que la contamination d'homme à homme, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de description de ce cas, malgré quand il y a des patients, donc il y a le personnel médical ou paramédical peuvent avoir un contact avec ces personnes enragées, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de description de cas de contamination interhumaine. Mais théoriquement, c'est possible. Les greffes de cornée, c'est-à-dire, imaginez que vous avez un donneur, mais c'est parfois que la rage, vous allez voir par la suite, il y a une période d'incubation assez longue, jusqu'à presque 9 mois. Il peut y avoir des donneurs d'organes, notamment de greffes de cornée, qui sont porteurs du virus, qui sont infectés par le virus, et lors de la transmission, il y aura une contamination interhumaine, et là, c'est vraiment exceptionnel. C'est bon? Cette partie, vous l'avez comprise? C'est bon? On passe à la physiopathologie. Donc, pour ce qui est de la physiopathologie, vous allez mieux comprendre le comportement du virus. Pourquoi on a cette période qui est assez longue, qui permet donc la contamination de plusieurs personnes, surtout lorsqu'on fait les données de greffe. Je vous ai dit, on peut aller à 9 mois. Pourquoi c'est 9 mois de période d'incubation? Il est où le virus? Donc, je vais vous dire. Donc, après la pénétration du virus, elle se fait comment d'abord la pénétration? La pénétration, elle se fait par morsure, léchage ou greffure sur une peau saine ou une peau lésée. C'est bon? Qu'est-ce qu'il va faire le virus? Une fois qu'il est à l'intérieur, donc une fois qu'il franchit la barrière dermique, il va pénétrer, donc il va retrouver ses récepteurs au niveau des cellules musculaires. Vous me suivez? À l'intérieur, il va pénétrer dans le système. Donc, d'abord, il va pénétrer au niveau des cellules musculaires. Il va s'y multiplier au niveau des cellules musculaires. Et c'est là, c'est la phase d'éclipse. Donc, on n'a rien. Donc, on ne peut même pas suspecter que le patient porte le virus, qu'il est infecté. Surtout si on ne parle pas donc s'il il parle pas de morsure ou de greffure. Donc, le virus, elle est là, au niveau des cellules musculaires, il se multiplie et on n'a aucun signe. Ensuite, à partir de cellules musculaires, il va être donc il va être transporté au niveau au niveau des cellules nerveuses. Donc là, il faut dire que plus la région mordue est riche en terminaisons nerveuses, plus la période d'incubation est courte. Pourquoi? Parce que ça permet un voyage ou un transport rapide du virus vers le système nerveux central. Si la région mordue est riche en terminaisons nerveuses. Vous avez compris? Donc, vous avez des régions qui sont hypersensibles à l'infection virale, surtout de la rage. Vous avez la tête, donc si on est mordu au niveau du cou, donc là, l'évolution est fatale, parce que là, c'est très proche du système nerveux central. On est infecté, donc mordu au niveau des mains, des pieds et des organes génitaux. Là aussi, l'infection est grave et l'évolution est fatale. Vous avez compris? Donc, ça ne nous donne pas le temps d'agir. On n'a pas le temps d'agir. Donc là, le virus, il se retrouve au niveau des terminaisons nerveuses. Il va s'y multiplier directement. Il va passer par les cellules neurones et donc il va être transporté au niveau du système nerveux central. C'est bon? Donc, il se multiplie d'abord dans les cellules musculaires, ensuite il pénètre dans les systèmes nerveux par endocytose au niveau des terminaisons nerveuses libres et des jonctions neuromusculaires.
Donc, l'invasion centripète du système nerveux central. Une fois il a atteint donc les cellules nerveuses, qu'est-ce qu'il aura? Donc, il va passer au système nerveux central. Cette étape, on l'appelle l'étape centripète. C'est le passage de la périphérie vers le centre. Donc, les virions sont transportés dans l'axone par la dynie vers le corps cellulaire où le virus se multiplie. Les virions qui bourgeonnent de neurones infectés, ils sont libérés dans l'espace intersynaptique et infectent le neurone postsynaptique et ainsi de suite. Vous avez compris, ça passe d'un ça passe d'un neurone à un autre jusqu'à l'atteinte du système nerveux central. Le virus parvient au cerveau où il continue sa réplication, la maturation des nouveaux virions. Qu'est-ce que je vais Donc, la maturation des nouveaux virions. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc là, le virus parvient au cerveau, il continue sa réplication. La maturation des nouveaux virions peut avoir lieu. Alors là, lieu à la surface de la cellule et à l'intérieur du cytoplasme. Là, c'est pour vous dire, il continue sa multiplication même au niveau du cerveau, au niveau donc cérébral, et ce qui cause d'ailleurs cette paralysie, donc qui est fatale. La diffusion maintenant centrifuge. Une fois qu'il a infecté le cerveau au niveau du système nerveux central, est-ce que pensez-vous qu'il va rester là? Non. Il va être distribué vers la périphérie. Vous avez compris, donc il y a une étape centripète, c'est le regroupement ou la migration du virus de la périphérie vers le centre. Il y a une étape centrifuge, c'est à partir du cerveau, une fois qu'il y a eu une multiplication intense de virus, à partir du cerveau, il va regagner donc les membranes et de là, il va donner sa paralysie. Et le virus se dissémine ensuite dans tous les tissus, parfois centrifuges, infectant les glandes salivaires, mais l'œil, les follicules pileux, les pancréas, les reins. Là où il y a une cellule nerveuse, on retrouvera notre virus. C'est bon? Donc là, c'est la physio, donc c'est la photo. Vous voyez lors d'une morsure. Donc, vous voyez donc le passage à partir des muscles vers les neurones. Mais le neurone, il va gagner le cerveau. Mais le cerveau, il va donc là, c'est le voyage centripète. Ensuite, un voyage centrifuge où il va toucher tous les organes, notamment l'œil, donc les glandes, les peaux, etc. C'est bon? Ce virus peut se répliquer même à la surface des cellules. Oui, bien sûr. Oui, malheureusement. Là, les symptômes maintenant. Donc, la multiplication du virus dans le cerveau déclenche, inexorablement une encéphalite mortelle. Donc, c'est une fois il a une atteinte, donc il est irrécupérable. Donc, lorsqu'on a une atteinte de la cellule nerveuse, on ne peut pas, c'est-à-dire elle est irrécupérable, la cellule, il va la détruire. Donc, l'encéphalite mortelle, dont l'expression est variable. Donc, l'encéphalite mortelle, donc là, dans l'expression est variable. Chez le renard normalement très respectueux donc au territoire, donc il s'approche pas trop donc de l'homme. Là, il va changer de comportement. Donc, il était calme, il devient donc très agressif. Il se transporte par la circulation. Non, jamais par la circulation sanguine. C'est toujours à partir d'une cellule nerveuse à une autre cellule nerveuse par l'espace intersynaptique. Jamais. Il n'y a pas de virémie. Jamais. Donc, chez le renard, je vous ai dit, donc l'infection chez le renard d'habitude, il respecte le territoire, mais là, il va changer de comportement et il peut donc s'approcher de l'homme et l'infecter. Chez le chien, la rage peut se présenter sous la forme furieuse, donc agressive, sinon paralytique, il devient très calme. Donc, il y a deux aspects. Donc, voilà, vous avez donc pas la peine de vacciner. Alors, une fois, bien sûr, ça y est, il n'est plus récupérable. C'est pour cela, d'ailleurs, avec le voyage entre les terminaisons nerveuses, donc entre le site de morsure et qu'est-ce que j'allais dire? Le voyage entre le site de pénétration et le système nerveux central, il prend du temps. Parfois, il est immédiat. Je vous ai dit, si donc il y a une pénétration dont les organes sont richement innervés, notamment le cou, au niveau du cou, donc on va dire au niveau de la tête, sinon les mains, les pieds et les organes génitaux. Au niveau des muscles, il va prendre son temps. Donc, s'il y a donc des muscles, il va prendre son temps, c'est-à-dire c'est la phase d'éclipse. Et cette phase d'éclipse-là, le temps de multiplication du virus au niveau donc, de ces cellules musculaires, elle peut aller donc de 15 jours si elle est proche du cerveau, jusqu'à 9 mois si elle est elle est loin du cerveau. Vous avez compris?
Donc, la période d'incubation, elle dépend aussi de sites inoculés. Donc, on revient. Pour les symptômes, chez le chien, la rage peut se présenter sous la forme furieuse, animale agressive, ou donc avec une voix rauque, ou la forme. Madame, vous pouvez répéter, c'est quoi la phase d'éclipse? La phase d'éclipse, c'est la phase qui correspond à la présence du virus à l'intérieur de l'incubation. Oui, c'est en quelque sorte l'incubation. On ne peut pas détecter le virus, même en diagnostic, si on fait un prélèvement, on ne peut pas le retrouver. Et ce qui donne donc la phase d'éclipse qui correspond à la multiplication muette du virus au niveau des cellules musculaires, elle va prolonger la période d'incubation. On est sans symptômes. Voilà, c'est la période d'incubation. D'éclipse, il n'y a rien. On ne peut même pas suspecter. C'est bon? Donc on revient. Chez le chat, est-ce que vous me suivez? Donc, on est dans les symptômes. Donc, pour les animaux, de façon générale, donc pour les animaux, il y a une modification du comportement. Donc c'est pas la peine donc de détailler tout ça, mais il faut retenir que chez les renards, d'habitude, il est respectueux, donc là, il va se rapprocher de l'homme, c'est un changement de comportement. Chez le chien, vous avez deux tableaux cliniques, soit c'est la forme furieuse, il devient très agité et très agressif, sinon vous avez la forme paralytique, il est très doux, donc là, c'est la rage muette. Donc, il est très calme. Donc, c'est un autre changement de comportement. Vous avez chez le chat, la rage peut également se présenter sous la forme furieuse ou la forme paralytique calme. C'est la même chose que le chien. Chez les bovins, la forme paralytique est habituelle. C'est toujours calme pour les bovins. Les premiers symptômes, c'est la salivation. Il y a beaucoup de salive permanente, déglutition difficile, évoquant l'absorption d'un corps étranger en tenant de l'extraire. L'homme risque de contaminer. Vous avez compris. Donc là, vous savez très bien que en général, lorsqu'on parle le premier signe clinique qui nous vient en tête lorsqu'on parle de rage, c'est l'hydrophobie. Donc, le patient a peur de l'eau, donc il ne prend pas de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau donc, de l'œsophage. Donc là, c'est la déglutition, elle devient difficile. Vous avez compris, suite à la multiplication, comment peut-on expliquer la forme paralytique? La forme paralytique, c'est une forme calme, donc il y a un changement, donc tout dépend, ce que je veux dire là. Il y a une multiplication du virus au niveau donc, central. Donc, le comportement, la réponse du chien ou du chat, elle peut être différente. Paralytique, donc parfois c'est furieux, il devient très agité et très agressif. Parfois, il y a tellement de multiplication de virus que les neurones sont détériorés qu'il devient vraiment paralytique. Donc, il ne bouge plus, donc il ne peut plus boire, donc il devient très, 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 très calme. Donc, la forme paralytique est habituelle, donc pour ce qui est la différence de souche. Donc, non, pas vraiment la différence de souche, parce que là, on parle beaucoup plus de génotype 1. Donc, c'est la rage classique. Donc, on n'est pas en train de détailler beaucoup plus la rage classique. Donc, ce qui fait que c'est le comportement qui change, c'est tout. On peut dire ça, c'est beaucoup plus par rapport à la charge virale. Non, elle est plus élevée. Donc là, on continue. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Pour les bovins, donc pour les premiers symptômes, c'est la salivation permanente et la déglutition qui est difficile, c'est-à-dire elle ne peut plus boire, elle ne peut plus manger, donc évoquant la présence d'un corps étranger au niveau de l'œsophage. Et en essayant de l'extraire, donc l'on peut se contaminer par la salive de ces animaux bovins. C'est bon? Chez l'homme, donc là, vous voyez les comportements. Vous avez un chien enragé. J'arrive pas à vous entendre, pourtant j'essaye de parler à haute voix. Et là, est-ce que tout le monde vous m'entendez? Pour les autres, vous m'entendez? Donc, vous avez là des images. Donc, un chien enragé, donc changement de comportement. Vous voyez, avant, elle est calme, par la suite, elle est très agressive. Pour la seconde image, donc là, elle est calme. Donc, avant et après, elle est toujours calme. Donc, on ne peut même pas suspecter qu'il est enragé. Et c'est les formes les plus graves, ces formes paralytiques. Lorsqu'il est calme, on ne peut pas dire est-ce qu'il est enragé, donc on ne peut pas le devenir. On ne peut pas deviner, pardon. On ne peut pas deviner est-ce qu'il est enragé ou pas.
Et vous voyez donc pour ce qui est donc la vache, c'est la même chose. Donc là, elle est paralytique, elle peut pas manger, donc ça devient en quelque sorte, donc c'est un peu muet pour ces animaux. Je vais me reconnecter. Oui, bien sûr. Chez l'homme, l'incubation totalement silencieuse, elle dure en moyenne entre 10 à 90 jours. La durée de l'incubation dépend surtout de la gravité, c'est le nombre, c'est la charge virale et la profondeur la profondeur de la lésion. Et ensuite, de la localisation. Je vous ai dit tout à l'heure, plus l'organe mordu est riche en terminaisons nerveuses, l'absorption de corps étrangers. Ah, vous n'avez pas compris. Là, c'est une forme, c'est-à-dire, vous voyez, lorsque c'est paralytique, donc la forme paralytique chez les bovins, l'animal ne peut plus manger ni boire. Donc, le fermier, donc, qu'est-ce qu'il va, il va penser à un corps étranger. Il va essayer d'extraire avec le corps étranger. Mais finalement, il s'agit de rage. On dirait qu'on peut dire que un diagnostic différentiel, on peut dire. Vous avez compris. Donc, ils pensent que c'est un corps étranger, alors que finalement, c'est suite à l'infection par la rage. Et en essayant d'extraire avec le corps étranger, il y aura une contamination de cette personne. C'est bon? Chez l'homme, l'incubation totalement silencieuse, elle dure en moyenne de 10 à 90 jours. La durée de l'incubation dépend de la charge virale et du site infecté. La charge virale, c'est le nombre de virus qui sont dans la salive. La profondeur de la lésion, donc plus elle est profonde, plus donc ça permet une bonne pénétration du virus. La localisation, plus elle est riche en terminaisons nerveuses, plus c'est grave pour le patient et la période d'incubation est courte. C'est bon parce que la migration entre les terminaisons nerveuses et vers le système nerveux central, vers le cerveau, et donc le trajet est court, ce qui fait que même la période d'incubation sera courte. Donc, pendant les quelques jours qui précèdent l'encéphalite rabique, les malades peuvent présenter des symptômes variés, non spécifiques, tels que fièvre, céphalée, sensation de malaise, fatigue grandissante, perte d'appétit, nausées, vomissements, douleurs pharyngées, etc. En général, ce pas des symptômes qui sont spécifiques à la rage, donc c'est ce qui crée la confusion. Mais surtout des douleurs ou du prurite au niveau de l'ancienne morsure. Hadouma, voilà, hada c'est spécifique. Lorsqu'on parle de douleur ou de prurite au niveau donc d'inoculation, au niveau de la morsure, là c'est spécifique à la rage. Donc constitue le prodrome le plus évocateur de la maladie, retrouvé de 50 à 80% des patients, et qui peut être en rapport avec une multiplication virale dans la racine ganglionnaire dorsale du nerf sensitif correspondant à la zone mordue. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Donc, je veux dire que là, que les symptômes, les premiers symptômes qu'on va observer, c'est des symptômes non spécifiques. Ce qui va les rendre, donc ce qui va rendre le tableau clinique évident, c'est la douleur ou le prurite au niveau d'inoculation, au niveau de la morsure, au niveau de l'échange, au niveau donc de la greffure. Si vous avez une douleur à ce niveau-là, ça fait donc là, ça, on peut suspecter la rage. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous avez, donc, une fois, vous avez, pour les tableaux cliniques, quelles sont les différentes périodes, vous avez la période d'état, la phase encéphalytique. Donc, la phase encéphalytique va s'installer. Les signes neurologiques et psychiatriques sont là. On peut distinguer deux grands tableaux cliniques, la rage furieuse spastique et la rage paralytique, même pour l'homme. Donc, c'est la même chose. Donc, pour la rage furieuse spastique, c'est habituel, donc c'est la plus fréquente. La rage furieuse se caractérise par une excitation psychomotrice majeure, associant pardon, associant convulsions, agitation, agressivité, hallucination, insensibilité excessive à la lumière, au bruit, au toucher. Donc là, c'est en rapport. Donc, madame, pour sauver le patient, il faut diagnostiquer en phase d'incubation. Pour sauver le malade, là, il faut commencer un traitement, un vaccin suite après la vaccination. Parce que même le diagnostic, je vous ai dit, à cette étape, on n'aura rien. Donc, il ne sert à rien un diagnostic à cette étape. Sauf si on fait donc des biopsies au niveau du site infecté, mais c'est beaucoup plus, on préfère commencer la vaccination beaucoup plus de commencer le diagnostic. Mais le diagnostic clinique, donc dans cette étape donc, de phase d'incubation, enfin, pour le diagnostic clinique,
Il n'est pas évident du moment que c'est silencieux. Si vous parlez de diagnostic virologique, on préfère, donc pour le diagnostic virologique aussi, il n'a pas d'importance. Ce qui est important à cette étape-là, c'est commencer la vaccination avec bien sûr la sérothérapie. Donc dès qu'on suspecte, on donne un vaccin. Oui, de préférence. Alors, on revient. Donc, vous avez pour la rage furieuse, donc vous avez les symptômes évidents, c'est l'agressivité, l'hallucination, une sensibilité excessive. Vous avez un élément essentiel, c'est l'hydrophobie, et caractéristique de la rage humaine. Les malades sont fébriles, un réflexe d'hydrophobie s'établit, donc s'établit à la simple vue d'un verre d'eau, donc au bruit de l'eau qui coule. De la même manière, une aérophobie peut s'installer. La survie moyenne après le début des symptômes des encéphalites est de 4 jours à maximum 20 jours. L'évolution se fait vers l'aggravation, donc avec glissement progressif dans le coma et la mort par arrêt cardiaque. Pour la rage paralytique ou rage tranquille est une paralysie ascendante ressemblant au syndrome de Guillain-Barré ou Landry-Guillain-Barré, paralysie des membres inférieurs, puis troubles sphinctériens et enfin atteinte bulbaire responsable d'un arrêt cardio-respiratoire. C'est bon? Maintenant, le diagnostic, donc là, c'est pour vous répondre sur la question. Pour les prélèvements des animaux, donc tout dépend de la taille de l'animal. Donc, ce sont les plus fréquents, selon l'espèce animale incriminée, on envoie au laboratoire. L'animal entier, c'est-à-dire tout l'animal, on l'envoie au laboratoire s'il s'agit d'un petit mammifère, donc l'écureuil, fourré, fouine, etc. La tête entière pour les plus gros animaux, chiens, chats, renards détaché au niveau des vertèbres cervicales. Vous avez uniquement le cerveau s'il s'agit d'un gros herbivore. Après avoir sorti en bloc de la boîte crânienne, cerveau, cervelet, bulbe rachidien, on va effectuer à leur niveau les différents prélèvements. En général, les recherches portent essentiellement sur les zones particulièrement riches en virus rabique. Vous avez la cornée, donc située dans la circonvolution de l'hippocampe, la bulbe rachidien, le cervelet, le cortex et les glandes de salivaire. Donc, ce sont les parties les plus riches en virus et c'est ce qui nous permet d'avoir un bon résultat. Comment le cerveau, c'est-à-dire, donc l'animal, bien sûr, en post-mortem, bien sûr, c'est en post-mortem qu'on va faire le diagnostic. Pour les prélèvements humains, donc, lorsque le patient est vivant, qu'est-ce qu'on va faire? Le diagnostic biologique, parfois demandé dans les cas de suspicion clinique de rage. Donc, il est vraiment difficile car les divers tests ne sont pas toujours positifs. Le diagnostic de certitude ne peut reposer que sur un faisceau de preuves. D'abord, vous avez la recherche de virus ou d'antigènes rabiques à partir des prélèvements de salive par aspiration, biopsie cutanée, terminaisons nerveuses, des follicules pileux, les montants en nuque, les appositions coroniennes par attouchement du globe oculaire avec une lame de microscope, le LCR. Donc, le SR n'a qu'un intérêt réduit dans les prélèvements utiles, donc la fonction lombaire, loin derrière la salive, la biopsie et les follicules pileux. Mais le résultat n'est pas vraiment promoteur. Donc, la recherche et le dosage des anticorps, donc vous avez le sang total et le LCR. Là, c'est pour la sérologie. Vous me suivez? Après la mort, on peut envoyer le cortex cérébral, le picampe, les glandes salivaires, l'œil, etc. C'est bon? Maintenant, quelles sont les étapes de diagnostic? Une fois qu'on a donc on a reçu ces prélèvements, qu'est-ce qu'on va faire au laboratoire? Donc au laboratoire, vous avez plusieurs étapes donc de diagnostic. D'abord, donc le diagnostic suit les mêmes étapes de n'importe quel diagnostic virologique. D'abord, vous avez la recherche des antigènes, c'est un diagnostic direct. La recherche des anticorps, c'est un diagnostic indirect. Et dans le diagnostic direct également, vous avez la recherche de génome par les techniques de biologie moléculaire, la PCR. Donc là aussi, vous avez la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, c'est identifier les antigènes rapides dans les cellules. Donc, on va rechercher les antigènes par immunofluorescence directe. Donc, technique de référence, elle peut conduire à un diagnostic certain en quelques heures sur des matériels frais ou bien conservés. Le test est basé sur la reconnaissance de l'antigène rapide par un anticorps spécifique couplé à la fluorescine. Vous avez compris? Donc là, vous avez un anticorps monoclonal qui est couplé à une fluorescine et
donc mis sur donc, une lame ou une cupule. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'immunofluorescence donc sur une lame. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre prélèvement. Le prélèvement, il doit comporter l'antigène et on va rechercher la reconnaissance antigène anticorps rabique, révélant celui-ci lors de la lecture de la lame à l'aide d'un microscope fluorescent. C'est bon? Là, c'est pour l'immunofluorescence. Donc, vous voyez, donc vous êtes sur une lame, vous avez votre prélèvement, vous avez donc normalement, vous avez les anticorps qui sont fixés à une fluoricine qui vont reconnaître l'antigène qui est porté par le prélèvement. Et s'il y a la reconnaissance, bien sûr, vous aurez une fluorescence détectée par le microscope. La méthode ELISA, technique sandwich. Donc, on réalise une immunocapture des antigènes rabiques. Les puits d'une plaque de microtitration sont tapissés par des anticorps d'un sérum de lapin immunisé contre les antigènes de la nucléocaptide. Le surnageant du broyat de tissu est déposé sur les puits. Madame, c'est rapide ou... Oui, c'est rapide, oui. Oui, c'est rapide. Mais le problème, c'est les prélèvements. C'est, en quelque sorte, on peut dire, c'est la sensibilité des prélèvements. Si vous voulez dire, donc, tant que c'est rapide, pourquoi on ne fait pas le diagnostic? Si, le diagnostic, donc je ne vais pas vous dire qu'on ne peut pas faire le diagnostic, on peut le faire, mais est-ce qu'il est rentable? Donc l'essentiel à cette étape-là, lorsqu'on a une morsure, c'est faire la vaccination pour sauver le patient. Mais toutefois, on peut faire donc les prélèvements et les envoyer pour faire le diagnostic. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Alors, on revient à la technique ELISA. Donc, on réalise une immunocapture des antigènes rabiques. Les puits d'une plaque de microtitration sont tapissés avec les anticorps d'un sérum de lapin immunisé contre les antigènes. Le surnageant du broyat du tissu déposé dans les puits, l'antigène, s'il est présent, est capturé par les anticorps. Après lavage, on ajoute les anticorps antirapides couplés à la peroxydase et le substrat ajouté subit l'action de l'enzyme et l'apparition d'une couleur jaune. Donc là, vous avez une image qui va vous expliquer. Donc, je pense que c'est plus explicite. Donc, vous avez donc dans la cupule, vous avez des anticorps qui sont fixés au niveau de la cupule. Ensuite, on va faire un broyat de notre prélèvement et inoculer les cupules. Donc, si les cupules, donc ce broyat porte les antigènes rabiques, qui vont se fixer au niveau des anticorps. Et par la suite, on va rajouter des anticorps portant le révélateur. Et, et enfin, on va voir, donc une fois qu'il se fixe, on va voir avec le substrat, bien sûr, un changement de couleur vers le jaune, signe de positivité, donc présence de l'antigène dans le prélèvement. Et là, c'est beaucoup plus, donc on peut rechercher soit la protéine N, donc la nucléoprotéine, et on peut aussi donc la protéine G. L'isolement du virus, c'est la culture cellulaire. L'isolement du virus sur culture cellulaire, les cellules en lignée continues de neuroblastome de la souris est un test très sensible et permet de porter un diagnostic rapide, moins de 24 heures. Si le prélèvement a été correctement réalisé, ça dépend toujours de la sensibilité du prélèvement. Donc, l'isolement confirme la détection des antigènes viraux et permet de déterminer le sérotype de la souche isolée à l'aide des anticorps monoclonaux. Donc, c'est bénéfique. Donc, c'est très bien de faire l'isolement sur culture cellulaire. Ça me permet même de faire le génotypage. On recherche les antigènes viraux dans les cellules inoculées par des tests immunofluorescence directs ou sinon, c'est des tests de DILIJA, donc immunoenzymologie décrit ci-dessus. Donc, c'est la technique ELISA. La technique la plus rapide et la plus fiable est moins dangereuse que l'inoculation à la souris parce que vous avez là l'isolement viral. Donc, elle est moins dangereuse si on utilise cette technique-là qui est l'isolement du virus sur souriceau. Donc là, c'est la culture cellulaire. Vous voyez les cellules qui sont... Et bien sûr, là, on va choisir les cellules qui sont sensibles au virus. Donc, qui permettent une bonne multiplication du virus. Donc, on va inoculer notre culture cellulaire par le virus. Ensuite, on va voir la multiplication et on va la détecter soit par les techniques immunoenzymatiques, sinon par... Qu'est-ce que je vais faire? Alors, on va faire vite, on va passer. Donc, comment isoler le virus? Je suis désolée, on va faire vite parce qu'apparemment, on a
On a terminé notre temps. Génotypage du virus, donc l'amplification RT-PCR, on procède au séquençage de la gène, du gène de la nucléoprotéine N et glycoprotéine G. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Je vais programmer une deuxième séance justement pour continuer le cours parce qu'apparemment, on a épuisé notre temps. Hein. Il est quelle heure chez vous? Je n'ai pas de montre, non? Donc, je vais voir. C'est mieux, oui. Alors, donc, je vais voir si ils peuvent me programmer une deuxième séance. De toute façon, il ne reste pas beaucoup de choses à dire. 13h48. Ah oui. Ouais. Donc, je vous dis au revoir à la prochaine séance pour faire donc la partie prévention et continuer, bien sûr, la deuxième partie de diagnostic. Hein. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.